Bienvenue à Parlons Sécurité. Mon nom est Graziella Lacharle. Mon invité aujourd'hui est Jason Campoli, vice-président de PSP Corp et qui est impliqué dans le milieu de la sécurité depuis 2013. Comme vous pourrez le constater, M. Campoli a une expertise remarquable pour tout ce qui est en lien avec les uniformes et l'équipement tactique destiné à l'industrie de la sécurité, entre autres. C'est à noter que M. Campoli a participé en 2014 au design des sacs de transport de la police de Laval, qui sont maintenant les sacs les plus utilisés au Canada. Il a également développé la lampe de poche PSP-20 avec la compagnie Nightcore en 2018. Et enfin, a développé des gants anti-émeute pour la ville de Montréal en 2020. Jason, bienvenue à Parlons Sécurité. Bonjour. Dites-nous, Jason, comment a débuté votre parcours dans l'industrie de la sécurité québécoise? C'était un peu par hasard. J'ai commencé avec mon collègue, mon partenaire d'affaires, Leonardo Valente, avec l'entreprise PSP Corp maintenant, auparavant PSP Argentino. Donc, c'était dans l'acquisition de cette entreprise en 2012 que j'ai commencé ou débuté, si on veut. D'accord. D'accord. Et puis, comment avez-vous développé votre expertise dans ce milieu? Donc, en travaillant dans le milieu, évidemment. Donc, notre histoire, à cause du fait qu'il y avait deux joueurs majeurs qui étaient en train de fermer, qu'on ne savait pas vraiment. Je vais être honnête, dans le passé, j'ai travaillé dans le médical et dans l'informatique. Et en 2012, quand j'ai commencé avec PSP, PSP avait à peu près 20 clients au Québec. Fondé en 89, M. Argentino a commencé dans la haute sécurité, contention, lit de contention, etc. Et nous, on était dans ce milieu-là, donc on a comme pris des clients à fur et à mesure dans les centres jeunesse, dans les services correctionnels et tout ça. Donc, on était déjà présents, mais nous, on a décidé de vraiment offrir un full service, si on veut, une gamme complète pour nos clients. Donc, nous, on est comme rentrés avec pas beaucoup de connaissances, mais à fur et à mesure de parler avec les clients, puis vraiment passionnés de vraiment servir notre clientèle, on a appris beaucoup et on travaille là-dessus encore. OK, très bien. Ah, c'est ça, c'est comme c'est sur le terrain. Ça me fait un petit peu penser aux agents de sécurité avant BSP, parce que nous, on n'a pas reçu de formation d'agent de sécurité, fait qu'on a appris sur le terrain. Et puis, bon, tu as les agents de sécurité après BSP qui ont reçu une formation. Donc, vous avez vraiment appris sur le terrain à la dure, là. Oui, pas de choix. C'est bien, excellent. Et puis, je ne sais pas si c'est par rapport à Leonardo, mais pourquoi vous êtes dirigé vers le milieu, tout ce qui est service d'urgence, sécurité, police? Donc, nous, comme j'ai dit, comme j'ai mentionné, en 2007, quand j'ai commencé en affaires, j'ai travaillé pour une entreprise médicale. Et les fournitures médicales, il y a toujours un gros besoin pour ces éléments-là, ces produits, services. Et nous, on voulait être on voulait être prêt si jamais il y avait quelque chose qui arrive dans le marché comme entrepreneur, investisseur. On veut toujours être prêt si jamais il y a quoi que ce soit. Et on a prouvé vraiment notre business model l'année passée avec la pandémie. On était un des seuls qui était encore ouvert puis capable à répondre à les besoins de notre clientèle. On n'était pas vraiment affecté par la situation du pandémie. OK. Wow, c'est remarquable. Et puis, en fait, comment ça se fait? De quelle façon vous êtes préparé? C'est la façon que votre business est planifié. Donc, de quelle façon que vous avez réussi à être au-delà de la pandémie? Donc, pour nous, c'est avec l'expérience parce que en 2007, j'ai travaillé dans le marché des hypothèques. Donc, j'étais un mortgage broker avec une entreprise américaine. J'ai travaillé aux États-Unis pour un très gros mortgage house dans le temps. Et qu'est-ce que moi j'ai eu comme expérience, c'était comme en 2007 à cause de toutes les concerns, puis les affaires bancaires dans le temps, puis The Great Recession, toutes ces affaires-là,
j'ai vu que si jamais je rentre dans quelque chose maintenant, il faut vraiment être sensible au fait que tout peut changer demain. Donc, quand j'ai commencé dans le médical, j'ai appris beaucoup, puis j'ai réalisé que dans cet milieu, il y a toujours une demande. N'importe quoi, n'importe quelle situation. Donc, quand j'ai commencé dans le médical en 2008, on peut aussi se souvenir qu'il y avait le H1N1. Et même dans ce temps-là, il y avait pas un pandémie, mais c'était pas mal agressif. Puis on a eu aussi des problématiques à cause de 2008, 2007. Donc, c'est quelque chose qui a duré jusqu'à 2013. Puis même quand on a commencé PSP, on a réalisé qu'il faut être prêt pour ces situations-là. Donc, en 2020, quand la pandémie a commencé, pour nous, c'était tout simplement, on continue à travailler, on continue à répondre au téléphone. La première semaine que ça a commencé, ça a déclenché le 15 mars, le 17 mars, quelque chose comme ça. On a reçu les lettres des corps de police, le ministère de la Sécurité publique au Québec, les CIUS. Et comme fournisseur, on ne pouvait pas arrêter. Il fallait continuer. Donc, c'était même l'appui du gouvernement. Donc, on était là pour les aider, ils étaient là pour nous soutenir. Donc, on était là pour maintenant pour au-dessus d'un an. Ah, écoute, ben, félicitations, honnêtement, là, pour je vous suis un peu, puis je vous vois un peu partout, puis c'est vraiment remarquable, là. Félicitations pour votre travail, puis surtout merci. 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 C'est un gros merci à les frontline workers comme les agents de sécurité qui gardent le territoire sécuritaire. Puis c'était très visible cette année. Puis je pense que dans le futur, ça va être un gros parti de notre réalité qu'on va vivre dans le futur. On va avoir plus en plus de sécurité parce qu'on voit que la police et la sécurité publique, ils ont beaucoup de misère à gérer la population. 3000 policiers sur l'île de Montréal, c'est pas assez. C'est pas suffisant. C'est suffisant pour des manifestations, c'est suffisant pour la contrôle de la circulation, mais c'est pas assez pour gérer toutes les bâtisses, les commerces, le tout. Exactement. Oui, je pense qu'il va y avoir des petits changements à ce niveau-là, là. Il y a des trucs qui se préparent. Oui. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Petit changement de sujet, on va revenir à PSP Corp tout à l'heure, mais il y a une question que j'aimerais vous poser. Oui. Vous avez aussi travaillé au bureau de la sécurité privée. Oui. Je ne sais pas si vous y êtes toujours. Je ne sais pas si vous voulez parler un petit peu de votre rôle et qu'est-ce que Donc, vous y avez fait. non, j'ai jamais travaillé au BSP. Ah, OK. Je pensais que vous étiez impliqué au BSP. OK. Non, j'ai déjà communiqué avec eux, mais c'était pas, on n'était pas affiliés, j'ai jamais travaillé pour eux. OK, OK, pardon. Je me suis trompé de Jason. Aucun problème. Désolé pour ça. Je ne sais pas s'il y avait une confusion avec. Des fois, il y a une confusion BSP, PSP. OK, ah, moi, c'était même pas ça. Même pas ça. OK. Mais il n'y a pas de problème. Et puis, revenons justement à PSP. Qu'est-ce que ça veut dire PSP? C'est quoi les lettres, Donc, l'acronyme? le nom de notre entreprise, c'est Professional Security Products Corp. Okay. Entreprise, corporation fédérale enregistrée. Et en français, produit de sécurité professionnelle. On est actif présentement en 5 pays. On fait affaire en Nouvelle-Zélande, en France, en Suisse, Belgique et les États-Unis. Et on est toujours en train de grimper dans les autres marchés, de rentrer dans les autres marchés. C'est sûr que on est dans un marché assez niche que il y a beaucoup de besoins pour qu'est-ce qu'on offre présentement. OK, excellent. Et puis, vous, votre rôle au sein de cette entreprise, quel est-il? Donc, j'étais toujours en charge des ventes. Donc, je suis vice-président de PSP Corp, mais je suis en charge des ventes. Donc, tout qui est représentation des produits, mais je fais aussi le A à Z. Donc, je fais la conception ou le besoin, trouver une solution pour le client, puis la livraison du produit ou du service. OK, très bien. Et puis, justement, vous venez de parler de conception. Dans un de vos accomplissements, vous avez mentionné avoir participé au design des sacs de service de police de Laval. À quoi doit-on penser lorsqu'on design une pièce d'équipement comme un duty bag?
Donc, je vais être très honnête que ça, c'était le deuxième projet que j'ai travaillé dessus. Quand j'ai commencé PSP, j'ai commencé à travailler avec PSP. Donc, le premier, c'était pour un lit de contention qu'on a fait pour Robert Gifford, Santé mentale Québec, site à Québec. Et avec la police de Laval, on était invités à commencer à faire le concept design d'un sac de patrouille qui va être qui est assez robuste pour notre climat. Je vais être très honnête que beaucoup de produits qu'on vend sont vraiment conçus pour le Québec, pour le Canada, et ils fonctionnent très bien en Europe aussi parce que je pense que souvent dans tout ce qui est militaire, tout ce qui est police, beaucoup est conçu aux États-Unis et au sud des États-Unis, donc pour Floride, Californie, Arizona, Texas. Donc, ça, c'est vraiment les marchés où il y a beaucoup, beaucoup de demandes, beaucoup de population et sont pas assez robustes. Donc, nous, on a décidé de faire beaucoup de modifications à un sac qui existait déjà, mais on a fait des compartiments pour, par exemple, des foulards, des mitaines, qui est des affaires mouillées, des choses des fois qu'on ne pense pas, mais il affecte tout le monde. Donc, c'est un sac qui est assez grand pour mettre un paire de bottes de plus si jamais on les a besoin. Donc, nos sacs présentement sont dans les bureaux de CBSA, donc les agences frontaliers, militaires, police, même dans les académies un peu partout au Canada. Et c'est à cause de ces faits-là. C'est fait pour notre climat, c'est fait pour le Canada. OK. Très bien. Est-ce que tu as le nom de ce sac-là? Oui, présentement, le nom du sac, c'est le AKT-DB, c'est le Duty Bag par Act Gear. Ils sont disponibles sur notre site web. Puis, on a le Police Edition, donc c'est le DBPE. Puis, c'est déjà imprimé avec le mot police dessus. Ces deux modèles-là sont les modèles standards en inventaire en tout temps. OK. Parfait. Merci. Très bien, très bien. Et puis, parlons justement, continuons, parlons d'équipement. Par rapport aux lampes de poche, quels sont les éléments qui font en sorte qu'une lampe de poche est de qualité par rapport à une lampe de poche de base? Souvent, les agents de sécurité, il y en a qui sont craqués, qui disent, ah, ils sont prêts à dépenser pour des lampes de poche. Puis là, il y en a d'autres qui disent, ah, je vais utiliser mon cellulaire comme lampe de poche. Donc, qu'est-ce qui justifie le prix d'une lampe de poche, disons? Donc, il y a plusieurs éléments. Je vais dire le premier, c'est que, regarde, il y a plusieurs belles marques de lampes de poche présentement dans le marché. Il y a Nightstick, Nightcore. C'est sûr que tout le monde connaît Streamlight, Surefire. Mais la réalité, c'est que n'importe quelle lampe de poche qu'on achète, il faut être sûr que les besoins de notre environnement de travail. Donc, la lampe de poche répond à cet environnement. Donc, présentement, dans le Lumens, c'est sûr que je vois plein d'annonces sur l'Internet pour des lampes de poche de 5 millions de lumens, 10 millions. Donc, en réalité, les lumens sont calculés de plusieurs façons. Donc, nous, on travaille avec les vrais lumens. Donc, c'est nos lampes de poche. Le plus populaire qu'on vend, c'est le PSP20. C'est le modèle P20 qu'on a converti pour la police de Montréal, qui a vraiment toutes les fonctionnalités, tous les modes. La seule chose qui est différente entre notre lampe de poche puis les autres, c'est que quand le policier ou la policière éteint la lampe de poche, la prochaine fois qu'ils vont accéder à cette lampe de poche, il va être toujours sur le high beam. Donc, par exemple, ils sont en véhicule, sont en train de lire un document, checker un morceau d'équipement, puis ils sont sur le low light setting. L'intensité, il va être vraiment faible. Il sort du véhicule pour répondre à quelqu'un. Il y a une crise, il y a quoi que ce soit. Ils vont sortir la lampe de poche. Quand ils vont l'allumer, ça va toujours être dans le plus puissant. Donc, ça va être le high beam qui va engager. Donc, ça, c'était quelque chose, c'était un besoin. Dans les éléments qu'on regarde tout le temps, c'est garanti. Nightcore, c'est garanti 5 ans. C'est garanti 5 ans par PSP et Nightcore. Donc, il n'y a aucun problème pour la qualité et fiabilité de la lampe. Deuxièmement,
rechargeable. Très important présentement d'avoir un lampe de poche qui fonctionne soit avec les batteries rechargeables et aussi lithium disposable. Par exemple, le PSP20, on peut mettre les 3 volts, 1, 2, 3, CR 1, 2, 3, ou on peut mettre aussi les 18650 qui sont les rechargeables. On veut toujours avoir une lampe qui fonctionne. Je vais dire que peut-être la deuxième lampe de poche ou le backup light peut être quelque chose comme le Q5 ou le Tac Torch de PSP. Moins cher, quand même robuste, mais pas de fonctionnalité sur la lampe. C'est quelque chose qu'on va vraiment avoir sur nous en panne. S'il y a quoi que ce soit qui arrive avec notre primaire, on va avoir un secondaire. Donc, pour nous, on encourage fortement toujours d'avoir 2 lampes de poche. Des fois, c'est comme des mini-lampes parce qu'on ne veut pas être dans la position où il faut sortir notre cellulaire pour utiliser notre cellulaire comme lampe, puis c'est pas efficace. Mm-hmm. C'est pas professionnel, c'est vraiment pas efficace, effectivement. C'est un autre. Ouais. OK. C'est important qu'on le mentionne parce que, en tout cas, pour avoir été propriétaire d'entreprise, des fois, il y a des agents qui sortaient ça, puis c'est le minimum là, d'avoir une lampe de poche. Puis, voyez-vous, vous mentionnez même 2 lampes de poche, ça serait nécessaire. Donc, bien de le mentionner. Bonjour tout le monde, j'interromps Parlons Sécurité 2 petites secondes afin de vous demander de commenter, liker, partager cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. On fait des gros efforts afin de vous amener des bons invités à Parlons Sécurité afin de vous donner de l'information de qualité concernant l'industrie de la sécurité. Donc, likez, commentez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. De retour à Parlons Sécurité. Puis, Jason, vous aviez parlé de lumens. Juste pour ceux qui ne comprendraient pas c'est quoi, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Donc, quand je parle lumens, ça va être l'intensité du beam. Donc, la lumière va être d'une certaine intensité. Nous, on va le calculer en lumens. Donc, par exemple, Nightcore, puis même nos lampes de PSP, ils commencent à 250 lumens, puis ils vont aller jusqu'à comme 3800 lumens. On veut être dans le 800 à 1000. Et pourquoi? Parce que c'est la durée de vie qui va être très important pour un agent. Donc, le PSP20, dans le high beam, il peut rouler quand la pile a une charge complète. Il peut rouler pendant 1 heure, 1 heure et demie. Donc, si on va avec une intensité de lumière qui est trop élevée, nos piles ne vont pas durer. Et si on va trop faible, on ne va rien voir. Donc, on veut avoir une lampe avec un bon spread. Donc, on veut éclairer le maximum possible et on veut avoir quelque chose qui va durer. Parce qu'on sait ici, au Québec, puis pas mal tout qui en Amérique du Nord, avec le soleil, là, on perd le soleil à 4 heures l'après-midi le mois d'octobre. Donc, de 4 heures l'après-midi à 5 heures le matin, le gars qui fait le night shift, c'est sûr qu'il a besoin de quelque chose qui va bien éclairer. C'est très important. Puis, pour nous, c'est notre temps de l'année où on vend beaucoup de lampes de poche et c'est à cause de ce besoin-là. Mais même les agents qui travaillent dans les tunnels à Montréal, on fournit seulement les 1000 à 1200 lumens gros max. C'est assez. Puis, encore une fois, c'est fiable, c'est durable et il y a une certaine durée de vie. Et encore une fois, quand on est présent dans ces situations-là, on travaille dans les tunnels, dans le métro, il faut avoir un backup light. On ne peut pas juste avoir tout simplement une lampe de poche qu'on va dire, OK, ouais, c'est sûr qu'il va fonctionner. Il y a toujours des problématiques qui peuvent arriver. On peut le perdre, ça peut tomber, on ne sait jamais. Donc, c'est toujours bon d'avoir soit un qui clip après la veste par balle ou veste par pic, puis un autre qu'on garde sur la ceinture ou dans nos pouches moldées. OK, très bien. Et puis, continuons dans l'équipement. Selon vous, quelles sont les pièces d'équipement au minimum qu'un agent de sécurité devrait posséder? Et puis, tu sais, je parle d'un agent de sécurité moyen qui fait des contrats là, quand même assez courants. Fait que qu'est-ce qu'il devrait posséder au minimum? Donc, nous, comme on fait, on sert beaucoup de clients à différents niveaux. Par exemple,
quelque chose que durant la pandémie, il y avait beaucoup d'agents de sécurité engagés pour travailler dans les hôpitaux. Donc, ils ont besoin d'un étui de radio qui est confortable pour la journée. On encourage fortement un duty belt, donc un ceinture tactique 2 pouces, nylon. Pourquoi nylon, puis pas rester avec le cuir? Parce que quand on travaille dans un milieu qui doit être sanitaire, on ne peut pas nettoyer le cuir. Donc, une fois les pathogènes rentrent dans une ceinture en cuir, on ne peut pas les enlever, même si on le nettoie à 1000 fois. Il faut avoir nylon parce que c'est synthétique. Donc, d'avoir une ceinture synthétique, c'est très important. Donc, la ceinture, un bon paire de gants pour être capable de répondre à les situations. Donc, les gants en cuir avec du Kevlar, par exemple, vraiment comme standard basic, comme nos AC 300. Donc, en cuir avec un Kevlar qui va être un coupe niveau 1, tout simplement pour protéger l'agent. Donc, étui de radio, ceinture, gants en cuir et aussi peut-être des gants nitriles. Les gants nitriles sont souvent fournis par l'employeur dans certains environnements, mais d'avoir au moins un petit pouch pour les mettre sur la ceinture. Donc, ça, c'est vraiment comme dans le basic. Et après ça, on va mettre un lampe de poche, évidemment, avec un étui de lampe. Donc, ça, c'est comme dans le minimum. Et souvent, les agents, ils vont être donner des clés ou des access keys. Donc, d'avoir un porte-clés qui clip après la ceinture, c'est très important. Je vois beaucoup d'agents qui ne l'ont pas et c'est quelque chose qui manque parce que dans les équipements standards, un clip pour tenir les clés qui vaut beaucoup d'argent. D'habitude, un set de clés pour une bâtisse, ils valent comme 5 000 à 10 000 parce que c'est des master keys. Donc, souvent, c'est des medical. Donc, c'est très important de garder qu'est-ce qu'on est donné par notre employeur en sécurité, mais aussi d'avoir certains équipements pour nous garder en sécurité en plus. Okay. Très bien dit. Et les bottes, comment qu'on peut... qu'est-ce que tu penses des bottes, des chaussures? Les bottes, moi, j'ai cette question-là à tous les jours par les propriétaires d'entreprises, par les agents de sécurité, même la police. Donc, au Québec, la seule corps de police qui porte des capes, donc des bottes avec des capes de sécurité, ça va être la Sûreté du Québec parce qu'ils travaillent sur les autoroutes. Donc, les corps de police comme Montréal, n'importe qui, ils n'ont pas des capes dans les bottes. Mais par contre, les agents de sécurité, comme ils peuvent travailler dans les environnements où il y a un chantier de construction, puis la CSST, il exige qu'un agent qui croise un environnement de construction a au minimum des bottes de sécurité. Donc, c'est souvent identifié pour entrer dans ce chantier-là. Donc, si c'est un agent de sécurité qui travaille par exemple, dans une centre d'achat, qui sont en train de faire des rénovations dans une des boutiques, puis lui, elle doit rentrer dans cet environnement-là. C'est très important qu'ils sont préparés. Donc, pour nous, à cause de tous les matériaux maintenant qu'on utilise, légers, etc., on a plein d'options. On a Magnum, Original SWAT, Bates, Tanner. On a tellement de marques à choisir. Pourquoi pas aller à dépenser 50 $ de plus, avoir une paire de bottes avec cap qui nous protège en toutes les possibilités, puis on n'est pas on se met pas en danger. OK, très bien. C'est ça, c'est d'être préparé. C'est ça, on ne sait jamais où est-ce qu'on va se retrouver. Donc, tant qu'à y être, aussi même d'avoir des bonnes bottes. OK, parfait. Et puis, pour tous ceux ici qui aimeraient se présenter en magasin pour s'équiper chez PSP Corp, où est-ce qu'ils devraient se rendre? Donc, notre boutique principale à Montréal, c'est le 6426 Boulevard Monk. On est à coin de rue de Springland. On est à 5 minutes maximum à pied du métro Monk. On est installé ici depuis 4 ans. On était auparavant sur Wellington et maintenant, on a déménagé vers Monk. Et j'ai quelque chose de nouveau pour tout le monde qui est à l'écoute aujourd'hui. On va, dans les prochains mois, avoir un centre de formation tactique sur la boulevard Monk qu'on est en train de bâtir. Donc, on va avoir un training site pour les bâtons, donc bâtons, menottage, pressure point. On est en train maintenant
d'approvisionner des équipements, des dummies et tout ça, parce que avec les nouveaux protocoles du COVID, il faut qu'on mette certaines choses en place. Et c'est à cause évidemment de ça qu'on n'est pas ouvert encore, puis on va attendre le go du gouvernement pour être capable de mettre ça en marche. OK, très bien. Ça, je ne savais pas. Félicitations. Excellent. On va aller voir ça. Et puis, je vous en prie. Et puis, vous avez aussi un site web, vous avez une boutique en ligne? Oui, donc pspcorp.ca, pspcorp.ca. Donc, ce site-là, présentement, est le plus gros site au Canada pour les équipements tactiques. On a 80 000 produits listés sur notre site web, tout en dollars canadiens. On ship partout, on ship à l'international aussi. Donc, ça fait depuis 2015 qu'on travaille là-dessus, puis en 2019, on a lancé le mois de mars avec le nouveau site. Et depuis ce temps-là, on a fait on a fait des modifications, on a apporté des modifications, on change tout le temps notre site, mais on encourage tout le monde d'aller visiter notre site et aussi la portion du site qui est in stock. Donc, on a une place sur le site où vous pouvez trouver qu'est-ce qui est en inventaire. Donc, souvent, j'ai des agents qui vont commander pour le lendemain ou pour deux ou 3 jours de maintenant. Et au lieu de descendre à Montréal, même les clients à Laval, souvent, ils prennent le transport la livraison, parce que on comprend très bien que c'est pas évident des fois de descendre à Montréal, mais on ship partout et on est live. Donc, super, Jason. Très, très heureuse d'apprendre tout ça. Pour terminer, j'ai une question que j'aime bien poser à Parlons Sécurité. oui. Vous qui connaissez bien l'industrie de la sécurité québécoise, pouvez-vous me nommer une chose concrète qui pourrait être faite afin de rendre cette industrie meilleure? Ouf, très bonne question. Ah, juste une chose. Juste une chose. Je pense que quelque chose qui doit être vraiment comme regardé et pris au sérieux, ça va être des body cams. Pour moi, ça va être des body cams, parce que quand on voit déjà que c'est l'inverse, les agents de sécurité, la police sont en train d'être filmés par le public. Pourquoi pas avoir les agents avec une caméra qu'on puisse accéder à partir de notre siège social? On peut voir qu'est-ce qui se passe avec les agents. On peut suivre, et aussi, ça va sauver beaucoup de temps dans les cours et pour les procureurs et tout ça, pour les avocats, parce qu'on va avoir la preuve. Et aussi, ça va, avec l'expérience qu'on voit aussi dans le marché, les body cams, ils calment le monde souvent assez rapidement, parce qu'ils sachent qu'ils sont en train d'être filmés, et sont en train d'être filmés au point de vue de quelqu'un en sécurité. Donc, c'est un autre niveau de sécurité aussi pour l'agent. Parfait, effectivement. Hein, ouais, très bon point. Merci beaucoup, Jason. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin ou un conseil ou des salutations à faire? Donc, je voulais vraiment remercier tout le monde. Je vous remercie en premier de m'avoir invité. Et un gros merci à notre clientèle québécoise et aussi au Canada. On a commencé avec 20 clients et on est maintenant aujourd'hui à 6 000 presque clients à travers le monde. Puis, on est toujours en train d'agrandir notre network. Puis, on est vraiment... On sait que c'est pas toujours facile pour les entreprises, mais on est très chanceux parce qu'on a des très bons clients. OK, très bien, Jason. Puis moi, si je peux me permettre, moi, ça fait un bout que je vous connais, que je fais affaire avec vous, et puis que lorsque vous étiez sur Wellington à Verdun, c'est là que je vous ai rencontré. Puis je suis vraiment, vraiment heureuse là, du succès de votre entreprise, parce que vous et Leonardo, vous êtes vraiment 2 bonnes personnes. Personnellement, je vous aime bien. Et puis, je suis vraiment contente du succès, puis vous continuez toujours à pousser, puis vous travaillez très fort. Donc, je suis très fière de vous, puis je suis très heureuse de votre succès. Merci, c'est apprécié. Ça me fait plaisir. Donc, merci beaucoup, Jason, pour votre temps, c'est très apprécié. Merci. Mon nom est Graziella Lacharle. Si vous cherchez de l'emploi dans le domaine de la sécurité, rendez-vous sur 10-4database.com, qui est un site d'emploi réservé pour l'industrie de la sécurité.
L'inscription est gratuite. Tout ce dont vous avez besoin est votre DSP valide et votre CV. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube. N'oubliez pas, excusez-moi, je l'ai déjà mentionné, nous sommes aussi sur Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter. Venez nous encourager. Merci, cher auditoire, pour votre présence et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Sécurité.